Salam alaikum et marhaba bikoum. Bonjour et merci d'être venu assister à une conférence qui nous fait plaisir parce que c'est certainement une des premières. On a eu déjà une conférence d'un ancien étudiant de l'USFO, mais là pour nous, en termes de collaboration entre un club scientifique de l'ISTO ArchiX et la revue Madinati et le département d'architecture. Donc, nous invitons M. Younes Aina, ancien étudiant de l'USTO, promotion 2012, donc, qui a une expérience assez particulière parce que lui, il a choisi de s'expatrier, comme beaucoup d'architectes le font. Et la particularité, c'est que lui, il va vers l'Asie, et pas en Corée, pas au Japon, pas en Chine, mais au Vietnam. Bon, pour information, il y a quelque chose qui nous lie au Vietnam. C'est l'Algérie et le Vietnam. C'est d'abord une nation amie et consolidée par des traités d'amitié qui datent de l'époque des années 70. Pourquoi? Parce que nous avons en commun, l'Algérie et le Vietnam, cette lutte anticoloniale, et notamment le Vietnam a été aussi une colonie française. Donc Younes a un vécu vietnamien, on va dire, et il a aussi le vécu professionnel, et sur ça, c'est sur cet aspect qu'il vient intervenir et exposer aujourd'hui une de ses réalisations sous le titre de l'architecture et le design comme vecteur de modernité. Pour ceux qui suivent Madinati chez nous, l'un de nos principaux objectifs, c'est de mettre en valeur les productions architecturales en Algérie et les productions architecturales par les architectes algériens qui s'expriment un peu partout dans le monde. Et c'est avec un grand plaisir que nous recevons aujourd'hui donc Younes Aina, qui a été un étudiant donc, de ce département. Et c'est avec aussi une petite touche d'émotion, parce que Younes avait souhaité que sa conférence soit faite au niveau de l'atelier Qaddeh Jamal, par reconnaissance à son enseignant, Rabbi Ahmed. Voilà. Donc nous sommes doublement touchés par ce geste. Il y a aussi une particularité qui concerne cette activité de cet après-midi, c'est que pour nous, c'est une première qu'un club scientifique de jeunes étudiants s'associe, et c'est sur leur initiative, s'associe donc à Madinati pour organiser un événement. Ça se fait avec bonheur, ça se fait tranquillement, et ça se fait dans la plus grande souplesse. Et je donne la parole à Hanel qui représente le club ArchiX. D'abord pour présenter le club pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite aussi pour dire un mot concernant la conférence. Merci messieurs. Merci pour votre présence. D'abord je me présente, c'est Hanel Hajdawaji, étudiante en Master 1, présidente et fondatrice de ArchiX Club. Mais c'est quoi ArchiX Club? ArchiX Club est un club scientifique dans le département d'architecture qui a été fondé dans le but de faire aimer l'architecture, d'orienter, aider les étudiants. Alors ArchiX Club, aujourd'hui avec Madinati, organise cette conférence animée par l'architecte Aina Younes. Et c'est un ancien étudiant de notre département d'architecture et le directeur de Gao Studio au Vietnam. Alors, je me permets de le remercier d'avoir accepté notre invitation. Merci, messieurs. Et la conférence portera sur l'architecture et le design comme vecteur de modernité. Et il va bien sûr partager son expérience au Vietnam. Et donc, je cède la parole au monsieur Aina. Merci. Salam alaikum, merci beaucoup. Je tenais à remercier ArchiX et Madinati pour l'invitation. C'est avec une grande émotion que je vais essayer de vous présenter mes productions au Vietnam.
juste une présentation rapide de comment j'ai atterri au Vietnam. En fait, d'être à l'USTO de 2007 à 2012. Et en 2012, je suis parti faire Campus France pour continuer mes études en France. Durant les 3 années qui ont suivi, j'ai été beaucoup intéressé par d'autres pays que la France. Et j'ai eu l'occasion de faire un parcours recherche dont un des sujets était d'étudier d'autres parts du monde, mais en liaison avec l'école. Et j'ai atterri au Vietnam au début pour 6 mois en fait. Et ça fait 6 ans. Donc c'est un pays qui a eu, comme l'expliquait M. Taharaoui, qui a une histoire très riche et surtout une histoire commune avec l'Algérie. Et c'est un pays aussi qui a connu un boom économique très important à partir des années 2000 à peu près. Donc le contexte en fait géographique, politique, le pays a permis que ce pays-là se développe très rapidement, mais qui soit aussi un mix de plein de spécificités des pays autour. Parce que comme la Chine, Singapour, Hong Kong, vous avez des places financières très fortes et vous avez des moyens de production très forts aussi. Et le Vietnam est un peu entre tout ça et du coup, il est influencé par tout ça. Mais il y a aussi un contexte politique, ça s'appelle Doi Moi 2.0 parce que le Doi Moi, ça veut dire le changement perpétuel. Et c'est une politique que le Vietnam a adoptée à peu près en 87. Oui, ils ont décidé, comme la Chine, comment dire, le système financier et économique va être mondialisé, c'est-à-dire Ras Malio, ou le système politique il va être et c'est paradoxal, ça, ils ont réussi, comme la Chine, à maintenir les deux. Et donc, à partir de là, il y a eu pas mal de production, et bien sûr, on sait que l'économie l'architecture, c'est lié. Et à partir on va dire, des années 2000, ils ont commencé à bâtir des monuments ou des nouveaux bâtiments, mais ils ont commencé à chercher des nouveaux symboles en fait. Des symboles qui représentent le pays, qui représentent la modernité du pays aussi. Et ça a été une vague à partir des années 2010 jusqu'à aujourd'hui. Mais avant, je voulais vous situer le Vietnam parce que je pense que c'est un peu compliqué. Donc là, on a la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines. Là, on est à peu près là. Et donc, vous avez l'Inde, le Myanmar, la Chine qui est très grande ici. Et le Vietnam, c'est un pays très long. D'accord, 3800 km de côte sur la mer de Chine. Il y a le Cambodge, la Thaïlande et le Laos, la Chine, entre les deux. Mais on l'appelle aussi la porte de l'Asie du Sud-Est parce que vous voyez qu'en fait, il barre la route à toute cette partie du monde. Donc, si vous venez d'Inde, vous passez par le Vietnam pour aller en Chine. Donc, c'est une position très stratégique. Et bien sûr, c'est un pays connecté à la mer. Mais c'est aussi un géant, on va dire, économique très récent, mais très important dans l'échiquier géopolitique de la région, parce que qui m'a par exemple j'ai Trump ou Kim Jong-un de la Corée du Nord, et en fait ils ont fait une conférence de paix في هانوي. Donc تقدروا تشوفوا الأهمية تاع بلاد من يولوا هاد الصوالح يصيروا فيهم هاد لي سومي كبار. Donc تبلاصوها في العالم en fait. Mais كاين تاني un facteur d'آخر l'économie ou l'architecture elle est liée, c'est la population. Ils sont 100 millions plus ou moins, les chiffres de 2020. C'est plus genre 100 millions. 100 millions de personnes, c'est beaucoup dans un pays comme ça. Et bien sûr, il y a le fait que le Vietnam, surtout moi, la Covid, les sociétés américaines, surtout, parce qu'il y a un conflit américain ou la Chine, déplacent la production au Vietnam. Donc là où, avec beaucoup d'argent et surtout beaucoup de moyens de production. Et donc, qui m'a dit comme 6 mois, 6 ans, mais les 6 ans, en fait, la première année, je suis resté un peu dans le cercle à l'université, parce que l'université tellement, écoute, prof assistant.
Et Khatara, qui m'a j'ai un architecte qui est installé là-bas depuis 10 ans, où je l'ai vu en conférence, bah, à la conférence. Donc là, voilà, j'aime bien ici, est-ce qu'il y a un bureau venant, est-ce qu'on collabore? Et bien sûr, je parle de Salvador Pérez Arroyo, ça c'est un architecte espagnol qui a émigré en Vietnam à peu près en 2008, mort à la crise, et qui est devenu un peu mon mentor avec le temps. Donc je tenais à lui rendre hommage aujourd'hui. Et Salvador Pérez Arroyo. Et donc Salvador est installé là-bas depuis 10 ans, mais il ne m'a pas recruté sur CV en fait. C'était bad, j'ai compris, mais en fait il m'a donné à faire une villa, dès les ateliers. Il a une villa, il a 10 villas, il a 40 villas, il a un projet de 10 hectares à peu près avec un resort. Tout bien. Donc c'est quelqu'un qui est issu de Archigram, c'est un mouvement des années 70, l'idée rouge, Georges Pompidou et tout. C'est quelqu'un qui est très cultivé en architecture, il a 77 ans, hein. Mais un beau gosse. Et ensuite, on a réussi à intégrer, on va dire, une autre dimension ensemble, c'était d'utiliser les matériaux, mais aussi les techniques de construction et la symbolique des matériaux vietnamiens dans les projets. Donc ma grande école était Oran, bien sûr, avec le mouvement associatif et le patrimoine, mais j'ai pu pratiquer l'intégration, on va dire, d'un style traditionnel à un style moderne avec Salvador, en fait. Donc vous voyez ici aussi l'utilisation d'imprimés de tissus qui mettent à l'écabille et tout dans des façades. Et donc on a commencé vraiment à expérimenter ce genre de choses parce que c'était ça aussi la volonté politique, on l'a senti à un moment donné quand on s'est missionné pour des projets à l'État. يقول لك واه بصح زداج بزاف ما تشبهناش اسكو نقدروا نديروا عفسه نتاعنا. Sauf que en même temps, si par exemple on parle vulgairement de ce qui se passe, le cas dit la bambou, il dit que non, ça fait pauvre, ça bambou ça dit les bambous. Il dit que non, je veux quelque chose de moderne, mais je veux aussi quelque chose de traditionnel. Donc le défi de le pays, c'est vraiment de toucher la sensibilité des gens. Et je pense que c'est commun à l'INAHNAYA, mais la fin de la conférence, si on a dit كيفاش أنا نشوف l'adaptation تاع صوالح هنا. Et donc voilà, dina haka ma Salvador, on a fait aussi des parcs à thème. Et puis à chaque fois, par petites touches, on essayait d'amener plus d'éléments, plus de modernité, pour aussi, sans être prétentieux, initier les politiques à ça, parce qu'avant, ils étaient kimahna, avec des symboles, la Kalachnikov, le Moujahid, le poing en l'air. Ils sont très fiers de leur révolution, kimahna, mais ils essayent de donner une autre image à leur révolution, parce que la guerre se vend moins que la paix, en fait. Et vendre l'image d'un pays pacifique, c'est beaucoup plus facile. Et donc, on a commencé en fait à avoir cet axe de travail. Et en 2017, fin 2017, en fait, on décroche un concours. Anzang, ça c'est un pont qu'on a fait. Les architectes peuvent faire des ponts d'ailleurs. Anzang Bridge, l'histoire c'était vraiment deux parties. Si vous voulez, la partie moderne de la ville, ou la partie de ce côté-là, c'est plutôt la partie rudiment. Sinon, dire un projet, il connecte autant l'espace public que les voitures, les transports et compagnie. Et en fait, on est parti sur l'idée de Lula de superposer les deux. Et finalement, on a fini par les mettre côte à côte. Mais en fait, j'ai écrit en sous-titre le symbole d'une modernité d'une province en devenir parce que Anzang, en fait, c'est une ville, c'est le nom d'une ville. Et c'est Mascara ou la Tiaret, c'est la taille de cette ville-là, c'est-à-dire 350 000 habitants. C'est une petite ville pour le Vietnam, mais qui voulait un symbole très fort parce que la partie de fleuve, c'est un affluent à le fleuve Mekong. Il faut aller à donc ils voulaient en fait avoir un symbole allemand pour que ça soit le symbole de la ville en fait. Et donc ils ont mis ça en
comme un concours public. On a gagné le concours et on a pu construire le pont. Mais toujours avec la dimension symbolique, mais elle garde parce que si vous voulez, le pont mécanique qui est très dur, très épuré, très en place, très sécurisant. Et le jardin on va dire, flottant, ou là, plutôt traversant la rivière. C'est 210 mètres de long, mais courbé, donc on a une promenade, on a quelques détails. Ça, c'est pour la position géographique, donc on est vraiment dans les climats tropicaux, parce que le Vietnam a 2 climats. Il a un climat en haut, Hanoï, qui est plutôt très froid, très humide. Vous avez le centre, Hanoi, où c'est une région sinistrée, parce que tous les ouragans du Pacifique passent par là. Et la région, elle est plus clémente, donc une région un peu plus calme, très douce, avec pas mal de chaleur. Hadou, c'était les 3D de présentation. Et vous voyez ici, encore une fois, le côté très calme, très courbe, promenade, très doux, du pont piéton, ou l'aspect plus assis, en fait, plus masculin, finalement, du pont mécanique. Et pour toucher, ou là pour point de départ, en fait, on a pris la légende de la fondation du Vietnam comme background intellectuel. Ça veut dire que quand on a présenté Louis Léo, on a dit l'inspiration, c'est vraiment ça, c'est le couple d'esprits qu'ont inventé le Vietnam. C'est la rencontre de la montagne, qui est la femme, donc vous voyez sur la gauche, oui, et l'homme qui est sur la droite. Et en fait, c'est le mythe fondateur qu'a le Vietnam. Voilà, ils ont d'autres religions, d'autres croyances. Et là, on a utilisé la symbolique très, très forte pour leur donner un monument qui porte ça en lui. Donc, l'utilisation de la symbolique a été de dire courbe, douceur et promenade, c'est la femme, et rapidité, solidité, c'est plutôt l'homme. Et donc, je pense qu'il est important de lier les 2 notions, parce que c'est ça qui a touché les autorités et c'est ça qui nous a permis de gagner le concours. Hana, c'est quelques détails sur qu'est-ce qu'on avait présenté. Après l'idée, après le concept, c'est de convaincre avec la technicité. Et au début, d'ailleurs, on voulait en fait que le pont puisse vraiment traverser la rivière sans aucun appui. C'est-à-dire, on s'est lancé le défi de faire une passerelle de 7 mètres de large sur 210 mètres sans appui. On l'a fait, techniquement ça marchait, mais en fait cet essai qui a été le Vietnam, on ne peut pas l'éviter. Ils ont exigé en fait un point de contact au moins. Oui. Ouais. Et du coup, c'est des photos de la construction, si vous voyez, avec charpente métallique. Et le pont en fait est connecté au pont, c'est-à-dire que le pont mécanique supporte la passerelle parce qu'ils ont une culée commune d'ailleurs, et c'est ça qui fait que c'est 2 arches en suspension avec les haubans. Et donc ça, c'est le petit support très discret où on a essayé on a gratté centimètre par centimètre, et vous voyez qu'on est vide et tout pour vraiment faire disparaître de l'appui. Mais bon, on a triché. On pouvait pas faire ça. Et puis bien sûr, vous avez le système AMA qui rappelle vraiment la navigation, parce que oui, il y avait une contrainte aussi, vous voyez, les transportations, mais il y a aussi des dragueurs. Ce qu'on appelle des dragueurs, c'est des bateaux qui sont presque à ras de l'eau et en fait qui ramassent du sable. Donc il fallait au moins 8 mètres de hauteur pour les dragueurs et les autres bateaux de pêche. Donc aussi les mâts rappellent le côté maritime de la chose. Et puis bien sûr on s'est amusé entre architectes, surtout avec quelqu'un qui a fait Archiram, qui est fan de Prouvé, qui est fan de ses anciens maîtres plutôt des années 50, 20-50. Et donc on a fait des petits clins d'œil comme la canopie avec l'appui un peu en biais, avec l'évidement des poutres comme ça. Même les garde-corps, en fait, on a essayé de faire plutôt un style marin,
Voilà, donc c'est l'architecture paquebot, GATS, voilà, vous trouvez quelques touches. Ça, c'est des plaisirs d'architecte. Vous ne racontez pas ça aux autorités. Vous le faites entre vous. Et donc, finalement, quand vous allez sur Google maintenant, vous trouvez ce pont. Et ce pont, il faut savoir que les Asiatiques en général sont fans de photos, mais les Vietnamiens surtout. Et c'est devenu vraiment un symbole de la ville parce que quand vous voyez les tags sur Google, il y a plein de gens, notamment pour leur mariage, vous voyez, donc c'est devenu vraiment un symbole. Les gens l'ont adopté, même avec un aspect très industriel, très moderne finalement. Mais c'est devenu normalement, ils se prennent en photo devant des temples. Ce monument moderne a fait que maintenant, ils se prennent en photo dessus. Donc voilà, ça c'était un premier exemple pour illustrer qu'est-ce qu'un symbole en fait, un symbole moderne au Vietnam. Et donc en deuxième, je ne l'ai pas montré l'autre fois, mais en fait j'aurais dû. Je voulais vous montrer ça. Ça c'est un concours qu'on n'a pas remporté malheureusement, mais l'idée était très, très intéressante. En fait, les Twin Melodies, c'est des deux ponts piétons qui font à peu près la même taille. Ils font 300 mètres de traversée. Donc c'est tout un nouveau développement. Vous voyez ici, tout ça n'est pas encore fait, hein, c'est en devenir. Mais ça connecte vraiment un nouveau centre urbain, pareil à l'ancien. C'est à Ho Chi Minh Ville, donc la capitale du Sud. Et les ponts Mélodie, en fait, c'est pour vous montrer que l'aspiration peut venir de nulle partout. Vous voyez la forme ou le profil. En fait, j'étais en réflexion par rapport à ça. Et j'ai un frère qui est musicien, en fait, qui est ici, et qui faisait ses BPM. Ses beats par minute, ça veut dire une mélodie, en fait. Une mélodie, s'il a comme iCloud ou là, tu fous les rythmes. Et moi, j'ai choisi une chanson significative qui s'appelle Saigon de Plam. C'est un titre des années 70, un peu boléro, les années 70. La musique vietnamienne était très importante à ce moment-là. C'est Kima Wahran Wahran en fait. Saigon de Plam, ça veut dire la très belle Saigon. Et ça fait et du coup, on a repris ce rythme-là pour faire le profil du pont et pour symboliser la ville en fait. Donc vous pouvez aussi prendre une chanson pour symboliser une ville. Voilà, et c'était des ponts jumeaux, donc on a fait un peu ça. Voilà, bien sûr ça reste à l'état de concept, donc là où vous ne pensez pas encore à la structure, ni l'ingénieur, ni rien, vous exprimez une idée, quoi. Voilà, je voulais vous montrer les deux exemples sur des ouvrages d'art qui normalement ne sont pas vraiment du ressort des architectes, mais qui peuvent être des symboles très, très forts et très présents dans une ville. Voilà, vous voyez un peu le plan, le rythme encore du truc, et puis c'est un concept, mais c'est sérieux. On sait combien fait l'onde, on sait qu'on a clearance NAR pour que les bateaux passent. Il faut faire ça, quoi. Et donc voilà, j'ai passé 2 ans à peu près à Salvador, à mon maître, plutôt 3. Et fin 2018, avec des amis des locaux, donc des architectes aussi, on pensait, Lula, à créer un mouvement, ou en tout cas un lieu où les gens peuvent aussi communiquer, échanger et parler d'architecture et de design. Et en fait, on a eu l'idée de créer un coworking space mélangé à nos bureaux. Parce qu'en fait, on s'est retrouvés plus ou moins les mêmes âges, plus ou moins les mêmes expériences, parce que vous mettez au Singapour, au Japon et tout, revenant un peu au Vietnam. Et on avait besoin de bureaux, on voulait tous ouvrir des bureaux, on avait besoin d'espace et on avait surtout besoin de création d'une communauté. Donc Dina a les idées communes maintenant. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un espace maintenant, en fait. Et c'est ce qu'on a fait. On a investi tous les 4. Donc, c'est Nam, Phong, Vous et moi-même. Et on a essayé de mélanger un peu toutes nos références. On a créé GOO. GOO, c'est Great Opportunity Office. Et ça vient aussi, pour les connaisseurs, de GTO, en fait. On est tous... Alors, on a grandi tous dans des coins différents du monde, mais on a les mangas comme référence ensemble.
Du coup, Gu, ça vient de GTO, ça vient de Great Teacher Onizuka. Et bien sûr, on a ensuite organisé plein de choses ensemble. On a commencé, on a commencé à pratiquer ce qu'on voulait voir en rencontre, en organisation de café-débat et tout, qui m'a le club un peu, mais en tant que pro. Et on a fini par avoir Gu qui mélangeait, pareil, plein d'influences et plein de désirs. Les 4 fondateurs, notamment l'innovation, community, development, concept, identity, publicity, on faisait tout en fait. On avait du graphic design, de l'architecture, du design d'intérieur, de la lumière, des identités graphiques. En fait, on a mélangé gars et ce qu'on aime, qui étaient des passions en fait, et c'est devenu notre métier, quoi. On a commencé avec à peu près 25 personnes, on a fini à 150. Et ça, c'est devenu un hub aussi pour les étudiants. Par exemple, on avait des formules où les 2 premières heures étaient gratuites. Vous pouviez venir utiliser l'imprimante 3D, la station de rendu, tout ça. Vous pouviez prendre dedicated desk ou la cell, c'est-à-dire des cellules où vous vous retrouvez à 4. Et donc c'était ça l'espace, c'est un espace ouvert. Vous voyez, très dépouillé, avec des réseaux apparents, avec et voilà, on a essayé un peu de... Vous voyez, on utilise de l'époxy pour pas payer un sol. C'est vraiment de la débrouille par des architectes. Ça, c'était la salle de conf. Pareil, qui réunissait pas mal de monde. Là, c'était les cells avec les salles de cours. Je suis en train de donner un cours à une équipe. Et bien sûr, on avait le coin détente aussi, où les gens pouvaient échanger de façon informelle, il y a Adobinaton pour échanger. Donc on a réussi à tenir ça, on a créé ça pendant presque 1 an et demi, et puis pendant 2 ans ça a vécu vraiment très bien, jusqu'au Covid malheureusement, oui, on a dû limiter les choses et tout. Et donc Gu en fait ça a surtout ramené l'esprit communautaire derrière notre travail, ou même la façon dont les projets terrain, ça veut dire que on avait plus de collectifs d'artistes qui nous jouent, voilà, on a une petite idée maintenant. Donc on avait des clients qui étaient touchés par la démarche et qui étaient dans la même dynamique. Donc où il y a eu des gens qui presque, c'était évident de travailler avec eux, quoi. Et 2 ans après, en fait, on est tombé sur un client qui est devenu presque partenaire, parce qu'on a eu plein de projets ensemble. Et on a fait Tax Spaces. Alors, je voulais montrer le projet parce que la situation, tu es à le centre-ville historique, on va dire, tu es à la ville d'Hanoï, est très similaire à ce qui se passe à Oran. C'est-à-dire que les gens préfèrent construire en périphérie de nouveaux immeubles plutôt que de réutiliser le tissu existant. Et donc, Tax Spaces, pareil, c'est une commande. Tu as un collectif d'artistes qui s'appelle Dreamers, qui sont venus nous dire, voilà, on a une ruelle plus ou moins délabrée, chacun de nous, où sa grand-mère a légué, je crois, 10-15 maisons, fait avec le hub. Quand on parle de maison, c'est vraiment 4 mètres carrés, c'est des tubes, quoi, c'est des maisons tubes. Mais surtout, ce qui nous avait intéressé, c'était la position du site. Là, vous avez la ville d'Hanoï, avec le fleuve Rouge, qui vient des Himalayas à peu près, et qui descend par la Chine jusqu'à Haiphong. Et en fait, vous imaginez que, je sais pas moi, Hadi Al-Arbi Ben Mihidi, ça c'est la rue Amir Abdelkader, plus ou moins, pour vous donner l'importance du lieu. Et on est là, quoi. On était très contents, mais on était très stressés aussi, parce que on ne savait pas quoi faire. Et en fait, c'est un projet, il est né de contraintes. Que des contraintes qu'on fait que pour réparer un peu ça, on va faire ça, et pour réparer un peu ça, on va faire ça. Et ça a commencé par comment garder une authenticité, comment garder une identité, une symbolique, et en même temps faire très fashion, très moderne, des studios photos, une galerie d'art, un café, un club, un restaurant.
et 2 plus ou moins jardins extérieurs. Tout ça dans un programme très compliqué, dans un tissu urbain décousu guère, avec des maisons plus que feu rouge, c'est-à-dire il fallait vraiment détruire. Et d'autres maisons qui avaient aussi des aspects, on va dire, techniques très difficiles, mais qui étaient très, très belles en fait, même en ruine, elles étaient très belles. Et donc, garde les questions, on les a malaxées ensemble, pas que nous d'ailleurs, même le collectif d'artistes. Et on est sorti avec la réinterprétation de ce qui est une ruelle à Hanoï, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai mis exprès les maisons, là on est au cœur d'Hanoï, et vous voyez le dédale que c'est un labyrinthe, c'est incroyable. Et même ici, vous voyez qu'il y a une densité très très forte. Cette densité est due au fait qu'il y a beaucoup de lacs, c'est Flavie. Donc la surface constructible en elle-même est très, comment dire, très limitée. Merci. Et aussi, les rues ou les ruelles sont très étroites en fait. Donc à partir de là, on a imaginé en fait un plan où on va garder cet esprit ruelle et on va garder l'esprit à chaque maison, elle est desservie par un espace en face. Donc en adoptant ça en fait, on a pu faire entrer tout ça en fait, tout ça c'est le programme. Il y a un tunnel, il y a des douces, c'est un bar à jus. Il y a un café speciality, qui a les passerelles et les ponts, qui a le club, The Yard, c'est le petit jardin, et la galerie d'art. Je sais un peu les détails parce que je voulais juste vous montrer les plans, l'entrée, la rue est là. Donc en fait l'exposition sur la rue c'est 3,20 m, c'est tout. Et ensuite c'est le cœur d'îlot en fait qui est utilisable. Et donc vous avez toute cette entrée ici. Et ensuite la connexion, parce que faut voir aussi que Hnaya c'est des porteurs. Hnaya, donc en fait vous aviez 11 maisons, ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 c'était le voisin en bachelor. Et là c'est les connexions qu'on a créées. Soit on appelait ça les ruelles verticales. Parce que les ruelles sont horizontales, là on faisait des ruelles verticales. Et voilà, ça c'est le troisième étape. Donc voilà, ça c'est la symbolique qu'ils ont utilisée. Les quatre symboles forment déjà le logo TAC. Mais c'est vraiment ça. Vous voyez Hnaya, les maisons, vous voyez les tuk-tuk traditionnels vietnamiens. Et donc ça c'est vraiment l'identité graphique du lieu. Parce que c'est ça aussi, nous, le marketing et l'identité graphique du lieu en même temps. Et ça, pareil, c'est un petit schéma qu'on avait fait tout au début. Ça, c'est vraiment le truc de base. Et si vous voulez, c'était, vous allez voir, on a une lucarne qui date du 19e qu'on voulait reproduire. C'est pour ça qu'il y a ce que mon constructeur a appelé iPhone 20. Il y a l'iPhone 20, ça m'a fait 6 caméras. Et en fait, c'est aussi un langage, un dialogue entre le moderne et l'ancien. Et donc vous voyez Hnaya, ça c'est l'entrée avec le grand couloir que je vous ai montré. Ce bloc ici qui est en verre, donc les blocs qui sont en polycarbonate, pardon, c'est pas du verre, sont les maisons qu'on n'a pas pu garder, mais on a gardé l'empreinte. Et les blocs qui sont plus en crépi, c'est les blocs anciens qu'on a rénovés en fait. Donc vous voyez Hnaya, de l'entrée vous allez traverser une ruelle, mais vous allez déjà voir les signaux, tu as les ruelles verticales et puis une entrée ici. Ça c'est les images de construction qu'on a eues et le résultat, donc avec pareil, toujours le polycarbonate et la couleur vif, tu as les ponts pour réellement montrer aux gens qu'il y a un parcours, mais qui sont libres aussi de prendre ce parcours, et c'est à l'infini parce que ça fait un vide, ça fait une boucle. Et là, c'était pendant la construction, et voilà, le bonhomme, je voulais vous le montrer parce que les passerelles sont faites en acier, avec à peu près 1 cm d'épaisseur. Et en fait, toutes les chutes, le soudeur, le collectif d'artistes, on a fait un bonhomme, et donc c'est vraiment
c'est-à-dire une façon très directe de recycler nos déchets de chantier. Et là, pareil, avec des systèmes de coffrage à l'ancienne, ça c'est des nattes de bambou qu'on a faites pour avoir la courbe à l'entrée. Et ça, c'est l'entrée. Depuis la rue, vous voyez que ça. C'est-à-dire quand les portes sont fermées, vous voyez rien dedans. Il y a deux gardiens et une marche. Pareil, ça c'était les moyens de construction pour vous montrer c'est pas du tout des échafaudages sécurisés. Ici aussi, on utilise du bois, on est à peu près sûr de la stabilité de la chose. Quoi encore? Ah oui, et je voulais vous montrer surtout les éléments, parce que quand vous faites des projets, comment dire, le tissu ancien, attendez-vous à avoir des surprises tout le temps. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de documents historiques, les archives, c'est pas très instructif. Bref, c'est réellement intéressant d'ouvrir des murs et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, vous voyez, le système, il y a des colombages. Ça existe beaucoup en Hollande, en Allemagne, ça existe aussi au nord-est français, genre Strasbourg et compagnie. En fait, on a trouvé ça à Hanoï, quoi. Ça vient d'Alsace à Hanoï, on ne comprend pas. On n'a jamais su réellement, mais la théorie qu'on a eue, c'est la même que Naya Fouad. Parce qu'à un moment donné, l'Alsace est devenue allemande et que des travailleurs alsaciens, pour fuir les Allemands, sont partis dans les colonies, notamment en Algérie. Du coup, je pense que c'est des gars qui sont venus avec leur savoir-faire constructif et qu'on fait ça à Hanoï. Ça, c'est les petites anecdotes de chantier. Et donc voilà, vous voyez un peu toutes les étapes de construction, bien sûr avec des systèmes de consolidation tel le bâti ancien. Et voilà les résultats finis, c'est-à-dire là, c'est la trace d'une ancienne maison dont on a gardé que le premier étage, où la terrasse est devenue le jardin. Ça, c'est entre la passerelle que vous voyez ici et le jardin. Et vous voyez que cette maison est en face, on va dire, on a fait un X comme ça. Cette maison est en face du café, donc les deux maisons qu'on a pu garder avec les toitures originelles, les deux, et les deux blocs modernes se font face aussi. Et entre les deux, on a gardé de la structure, parce que Kimafi Wahran, les maisons sont tenues entre elles. Et du coup, si on détruisait ça, en fait, la maison risquait de s'écrouler. Donc on a gardé que la structure de l'ancienne maison. Voilà le résultat. On a eu la chance, bien sûr, de faire l'intérieur aussi. Et voilà, c'est un contraste que je voulais vous montrer entre ce qu'on a gardé, pareil, avec les briques apparentes, les anciennes poutres. Les anciennes poutres, dont certaines qu'on a réemployées, puisque l'ana la charpente, parce qu'elle était pourrie, mais on l'a utilisée comme cadre de fenêtre. Et pareil, vous voyez ici, le contexte est très traditionnel, très ancien. Et on a pu intégrer, ici c'est le café à l'intérieur. Pareil, on a pu bosser avec la sélection de meubles, avec les mobiliers, avec tout. Voilà, ça c'est l'entrée, pareil, principale. Hadou les colombages que vous voyez, qu'on a restaurés et qu'on a gardés en façade en fait. Et finalement, on est allé jusqu'au détail, c'est-à-dire même la poignée a le logo. Les symboles que l'équipe avait choisis deviennent des miroirs pour les sanitaires. Enfin, on est parti très très loin dans ce projet. Après, ça a duré, on va dire, 3 ans en tout, 1 année d'études et 2 ans de réalisation. Voilà, ça c'est pour TAC et pour vous montrer comment dire, tu t'inspires de ce que tu as et le projet, presque, on ne l'a pas dessiné à l'avance parce que je me cache à la base. Donc, vraiment comme une aventure. Chaque jour, 4 radiats bedel. C'est très stressant, mais c'est très intéressant aussi. Voilà quelques images. Là, c'est depuis l'entrée, vous voyez le café en fait, et vous voyez les passerelles. Ça, c'est le Specialty Coffee avec toujours les bouts, vous voyez, un contraste avec des choses très, très, très nettes, très sharp, et des poutres qui sont apparemment anciennes, dont on a enlevé le faux plafond, donc l'alinéum apparente. Ça, pareil, moi j'adore ce mur parce que ça, c'est une œuvre d'un des artistes du collectif qui a
qui a fait cette œuvre et on a réussi à l'intégrer dans l'architecture. Ça, c'est la galerie d'art, donc c'est devenu un lieu très, très fréquenté à Hanoï. Ça, c'est le club à l'intérieur. Et pareil, vous voyez, par exemple, Nayan, vous êtes au premier étage, enfin, troisième étage. Là, c'est le deuxième étage. Et c'est 3 maisons qui sont collées entre elles. Et en fait, la contrainte, c'était le poids du plancher. Du coup, on a été obligé, même avec 7 mètres de largeur, de faire des comment dire, des cuts floor parce que ça ne supportait pas le poids. Il fallait alléger le deuxième étage. Hadi, c'est l'entrée de la galerie d'art, pareil toujours. Et on garde toujours les éléments dont on change la couleur, dont on change un peu la disposition, mais l'original est là, quoi. Pour moi, je crois que je vais skipper parce qu'il y a une vidéo, mais je n'arrive pas vraiment à la faire marcher. Mais je vous montrerai le lien. Je laisserai le lien à ArchiX et vous pouvez voir ce projet dont la vidéo existe sur YouTube. On passe. Et finalement, je voulais aborder un troisième aspect. Qu'est-ce que Google fait? C'est Beka Base, c'est l'entrepreneuriat social au service de la communauté. C'est un projet très important qu'on a mené pendant 2 ans maintenant, qui n'est pas encore fini. On est en train de suivre encore. Ce projet en fait est né pareil on a été sollicité par un de nos clients qui est bailleur social. Donc il s'occupe de plein de projets en même temps, il investit dans l'immobilier. Et en fait il voulait on va dire aider la communauté de l'Ijaïmena-Haroua. Il vient de, vous voyez, c'est le fleuve Mekong. Imaginez que tout ça c'est vert, c'est de la jungle. Et en fait il y a une petite ville qui s'est développée, une grande ville maintenant, qui s'est développée tout au long du fleuve. Et il y a eu une presqu'île ici, et à côté de la presqu'île, en fait, vous avez ce qu'on appelle des fermes flottantes. C'est-à-dire que c'est pisciculture. Et vous allez voir les systèmes, en fait. Et donc, ce monsieur, qui est devenu riche, qui habite à la ville, voulait aider sa communauté. Il nous a fait appel, parce qu'on avait collaboré avec lui sur d'autres projets. Et du coup, il nous a expliqué un peu le topo. On était là, bon, on va faire un design. C'est un peu, comment dire, c'est un peu intrusif, ça peut être un peu agressif pour les gens. Parce qu'il y a Ichoutement, il Kradmoutement, c'est tout, quoi. Donc, ça, c'est des fermes flottantes. Vous voyez, ça, c'est le fleuve. Et du coup, il y a des embarcations flottantes. Le système est très simple. C'est une charpente métallique, plus ou moins, plutôt galvanisée. Où là, avant, c'était du bois, comme vous voyez ici. Et en fait, c'est des barils. Des barils qui font que toute la surface flotte et bouge ensemble. Et donc ça, c'est l'état des lieux, un peu, quand on est arrivé. Avec les années, ils ont un peu abandonné avec le bois, parce que l'humidité faisait qu'il fallait entretenir bzef ou gars. Et c'était de la tôle, donc c'était très chaud. Donc les conditions de vie s'étaient détériorées d'année en année, et surtout la production de poissons. Donc là, vous voyez un peu comment étaient les États avant. Et nous, on est venu avec, pas un projet, mais une stratégie en fait. On a échelonné déjà le changement, parce qu'on ne pouvait pas brusquement venir dire, bon, on va tout raser. Déjà, on ne peut pas raser, c'est de l'eau. C'est flottant, et puis ils doivent vivre là-bas, ils doivent travailler et rénover en même temps. Donc, ce projet était vraiment une adaptation de ce que peut être la manière de faire des architectes. Il faut s'inscrire dans l'échelle temps d'Annès, où un projet peut durer 4 ans, 6 ans, 10 ans. Ça dépend de la façon dont l'Inès un homme pour investir. Parce que c'est ça, en fait, le système même financier, finalement, était d'améliorer, de vendre, de récupérer de l'argent, de réinvestir. Donc, on a plus fait de la start-up avec ce monsieur que de l'architecture. Mais on a surtout échelonné et essayé d'introduire de nouvelles choses pour lui. Donc avec la première étape où on était juste sur du recyclage et du poisson. Et ensuite vers une autonomie énergétique, donc avec des panneaux solaires, vers de la phytothérapie, donc au lieu de jeter les eaux
usées la rivière, on lui a proposé un système où les eaux usées jouent, qui a un bassin, tu as des plantes spéciales qui détériorent un peu les déchets, ils filtrent, où l'eau sort plus ou moins claire de l'autre côté. Troisième étape, c'était de rajouter du verre, et là, l'aquaponie troll en jeu. On n'est pas agriculteur en fait, mais on a un département en recherche et développement. C'est 3 personnes en fait. Genre, tout ce qui touche à un projet, en fait, c'est eux qui s'occupent de trouver des solutions, des innovations, et on met tout sur la table et on discute. Et donc l'aquaponie, c'est un système très ingénieux parce que, en fait, vous allez avoir du poisson tête et des végétaux le fou. On va dire les déchets des poissons sont aspirés par une pompe avec l'eau qui est remise le bac végétal. En fait, avec le temps et l'effet, gravité, il filtre le menthe, les plantes ياكلوا هذوك les nutriments liés le poisson, et en fait l'eau redevient claire et elle alimente le bassin des poissons. Gadou, par exemple, on a fait ça en expérimental et ça a marché pour lui. Donc il peut produire des végétaux et du poisson en même temps. Donc c'est un apport économique, donc plus de draham, donc il va dire accélérer le process. Donc voilà, c'est ça aussi des architectes. Parfois on se transforme en ingénieur agronome, en assistante sociale. Voilà, ça c'est la boucle vertueuse qu'on a imaginée pour lui. Et ça, c'est le plan avec là où il fallait planter au début, où est-ce qu'on pouvait. Ah oui, on a aussi proposé d'autres activités. Avant qu'on ait un petit, on va dire restaurant, mais c'était même pas, c'était plus un café. Genre, vous pouvez avoir une bouteille d'eau et acheter du poisson directement à la fin. Et nous, on a proposé un restaurant réel avec un cuisinier, un café réel, et en améliorant le cadre bâti en fait. Et voilà, on est revenu à des techniques anciennes. On peut comparer ça à du chanvre, mais en fait c'est des feuilles de cocotier. Pareil avec des parois, avec du bois, des planches de bois, où ils les peignent avec zit mahroum pour éviter les insectes. Donc ça devient noir ou marron. Et on a réutilisé les techniques. Il y a même l'île à côté où il y a de l'agriculture plus ou moins et il y a des cocotiers. Donc avec les cocotiers qui éligible directement les matériaux. Donc on a aussi réussi à créer Binaton avec les gens, un circuit court. Donc là où ils utilisent les déchets à la hor ou la régie. Pardon. Et donc voilà, Hadou c'est les étapes. Par exemple, on a évité d'enlever les tôles parce que ça prenait trop de temps et ça détériorait plus qu'autre chose. Donc on a gardé les tôles pour certains bâtiments et on a proposé par exemple pour celui-là un musée des poissons et de la pêche. Peut-être pour amener des touristes, pour que les touristes payent et pour qu'il ait plus d'argent pour évoluer dans le projet. Ça c'était les fiches de présentation pour les autorités. Et voilà, donc ça se présente comme ça maintenant après les travaux. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un non-projet, parce qu'en fait c'est son rythme, c'est lui, c'est Monsieur Bey, c'est le fermier. Mais il commence avec un panneau et il a fait tous les toits. Il commence à retaper le musée, il a refait la devanture. Là, c'est lui qui dessine. C'est pas moi, c'est lui qui dessine. Et moi, je suis en train de discuter avec lui sur ce qu'il veut et ce qu'il imagine. Là, il commence à recevoir les premiers groupes de jeunes étudiants. Parce que pareil, on a sollicité on va dire dans le cercle large, l'université des sciences, l'université de biologie, pour l'aider, pour installer des techniques qui sont viables, des systèmes d'épuration qui sont viables. Enfin, il y avait aussi un travail universitaire autour de cette ferme. Et donc voilà, on a commencé l'initiative, les gens Tuiza, c'est vraiment ça. Les gens ont organisé Tuiza et ils venaient à de façon bénévole, parfois ça dépend, refaire le truc. Pareil,
On a récupéré des vieilles barques qu'ils n'utilisent plus, parce qu'ils ont tous les barques métalliques avec un moteur. Et on en a fait un check-in point. En fait, les gens viennent là-bas et puis c'est devenu un peu le symbole de la ferme. Voilà. Et finalement, ça c'est l'inauguration. On était très fiers parce que pareil, les anciens blocs de polystyrène, lesquels ils utilisent pour certaines parties, on a demandé à un artiste de les sculpter, de faire les poissons avec. On a fait les vrais poissons qu'ils vendent sont maintenant exposés dans le musée. Et vous voyez, on a récupéré les filets. En fait, il n'y a rien qui est acheté, Friedmatch. À part les impressions, tout a été récupéré sur place. Et voilà, c'est devenu un peu le nouveau musée. Ça a été inauguré il y a 2 mois. Et ça continue, c'est-à-dire c'est le musée qui va rapporter de l'argent et ils vont pouvoir investir sur d'autres aspects. Voilà, c'est fini pour moi. Merci beaucoup.